Dimanche 20 juillet 2025, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT des JT. À la une de l'actualité, le chef de l'État Patrice Talon a échangé cette semaine au Palais de la Marina avec les patrons d'entreprises béninoises au Bénin. Au cœur des échanges, le bien fondé des réformes politiques entreprises dans le domaine des affaires au Bénin. Retour sur la substance des échanges dans cette édition. Inhumation ce samedi à Porto-Novo de l'animatrice béninoise Sonia Agantou. Une cérémonie marquée par une grande émotion de ses proches, ses admirateurs et sa famille professionnelle qui lui ont fait un dernier adieu. Retour dans ce journal sur la cérémonie d'inhumation, impressions et témoignages de quelques amis proches. Dernier tournant pour les Guépards mini-footballeurs à la CAN de mini-football 2025 pour leur première participation à une phase continentale. Les Béninois sortent dès leur premier tour battus par le Maroc puis le Ghana. Ils affrontent dans quelques jours le Cameroun. Le point sur cette expédition béninoise dans quelques instants. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Le chef de l'État, Patrice Talon, a échangé ce vendredi au Palais de la Marina avec les patrons d'entreprises béninoises. Au cœur des échanges, le bien fondé des réformes entreprises dans le domaine des affaires au Bénin. Retour sur la substance des échanges dans cette capsule vidéo. Moi, j'ai le bonheur de constater que sur ces 5, 6, 7 dernières années, le Bénin progresse bien et donne un signal de progrès. Ce qui veut dire que si nous entretenons cette ambiance-là, que quand on vient au Bénin, même si on ne fait pas fortune du jour au lendemain, on peut grandir. Et c'est en ça que le gouvernement tout entier, d'abord remercie les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, et notamment les grandes, qui donnent le signal d'un pays qui commence à rassurer. C'est une bonne perception et que le Bénin rassure les investisseurs, rassure ceux qui sont installés au Bénin. Nous allons attirer d'autres. Donc pour nous, il est important que l'environnement, l'écosystème actuel soit attractif. Mon souhait est que le Bénin qui tout doucement montre qu'un pays peut se développer, aussi petit soit-il, qu'il ait des ressources minières ou non, qu'il ait la grâce d'avoir du pétrole ou du bois ou ceci. C'est cela nous ne les avons pas, mais nous montrons très bien que même sans ça, on peut se développer pas à pas si l'environnement permet aux uns aux autres, du plus petit au plus grand, de travailler.
qu'on soit artisan, qu'on soit zémédian ou qu'on soit importateur ou industriel. Si l'environnement est bon, que tout le monde travaille, on peut se développer. Et vous contribuez à ça. Au sorti de cette séance d'échange avec le chef de l'État Patrice Talon, quelques participants, notamment les patrons d'entreprise, se disent satisfaits de l'ensemble des réformes entreprises dans le domaine des affaires. Ils n'ont pas manqué de l'occasion pour exprimer également leur satisfaction, mais aussi leur impression et attente pour une bonne visibilité des affaires au Bénin. On regarde. Écoutez, je ressors plus que content, satisfait et avec une visibilité sur l'avenir. Voilà. Nous avons l'avantage d'avoir un président qui est un visionnaire, qui l'a démontré au travers de ce qui a été fait avec son gouvernement. Et on voit un peu tout ce qui a été pris comme décision en termes de réformes qui ont fait faire au Bénin un bond spectaculaire. Un bond spectaculaire en ce sens que on voit un peu les réalisations, on voit un peu l'attractivité et on ressort encore ragardi. Le président nous a donné un peu sa vision des prochains chantiers, de ce qu'il entend de faire, en nous rassurant et en nous encourageant à continuer à faire ce que nous avons à faire comme part en ce qui nous concerne. Bonne continuation et longue vie au président. Et en tout cas, on est très content pour ce que le Bénin représente aujourd'hui comme vitrine pour l'Afrique. Je ressors très réconforté avec tout ce que nous avons entendu. Nous avons vu son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous parler du Bénin. Nous avons senti une vision, nous avons senti une volonté de faire du Bénin une terre d'investissement. Et ça, c'est extrêmement important dans une Afrique aujourd'hui qui doit se positionner, qui doit tirer parti, j'allais dire, du développement et de ses compétences. Donc nous avons véritablement apprécié et nous allons faire des notes à nos groupes. Je pense que le Bénin, comme on dit, c'est the place to be actuellement. Visite officielle du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à Cotonou. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a reçu ce mardi au Palais de la Marina son homologue sénégalais pour un échange tête-à-tête. Au menu des discussions, la coopération bilatérale, la sécurité régionale ainsi que les réformes institutionnelles. Au terme de leur rencontre, les deux dirigeants ont affiché leur convergence de vues sur les grands défis. Retour sur le compte-rendu de l'arrivée du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye dans cette capsule vidéo. Le regard. Merci, monsieur le président. Monsieur le président.
À présent, je vous invite à suivre le point de presse conjoint des présidents Patrice Talon du Bénin et Bassirou Diomaye Faye du Sénégal à l'issue de leur tête-à-tête au palais de la Marina. C'était dans la soirée du mardi 15 juillet 2025. On regarde. Nous venons de finir nos échanges entre le président Diomaye Faye et moi-même, puis dans un deuxième temps avec nos divers collaborateurs. Et l'occasion de ce petit compte rendu devant la presse me permet de réitérer au président Diomaye Faye mon amitié et mes remerciements surtout pour sa visite à Cotonou avec sa délégation. Nous avons plusieurs fois programmé et reporté cette visite qui a fini par se faire. Et au nom du peuple béninois tout entier, au nom de mon gouvernement et moi-même, Monsieur le Président, je vous dis merci pour cette visite, merci pour l'honneur que vous nous faites en venant à Cotonou à quelques jours de notre fête nationale, ce qui témoigne de la fraternité, de l'amitié qui est entre nos deux pays et de l'amitié qui est entre vous et moi. Nous avons échangé sur plusieurs points d'intérêt commun et je voudrais laisser le président Diomaye Faye peut-être vous faire un bref résumé de ce qui a nourri nos échanges. Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord vous remercier pour toutes les marques d'hospitalité et le chaleureux accueil qui m'a été réservé ici en terre africaine du Bénin et à ma délégation. Et vous remercier aussi pour la qualité des échanges que nous avons eus avec un large tour d'horizon de tous les sujets de coopération bilatérale, mais aussi et surtout sur le plan multilatéral avec les défis qui interpellent aujourd'hui notre sous-région. Dès ma prise de fonction, j'avais entrepris de faire un tour pour présenter mes civilités à mes frères chefs d'État. Et le Bénin figurait en très bonne place dans le calendrier de ces visites-là. Malheureusement, des contraintes d'agenda et des contraintes extérieures, intérieures au Sénégal, mais aussi d'agenda de votre côté, n'ont pas permis à ce que la visite puisse être déroulée au moment où je le voulais. Mais j'avais quand même tenu à vous appeler au téléphone et à vous dire toute l'impatience que j'avais à vous rencontrer. Ce coup de téléphone a déclenché évidemment beaucoup d'amitié entre nous parce que vous avez décroché ce téléphone avec beaucoup de chaleur. Et nous avions eu en ce moment une discussion très fructueuse que nous avons continué aux rares occasions où nous nous sommes rencontrés. Nous avons évoqué évidemment les relations d'amitié et de coopération entre le Bénin qui sont cordiales et très conviviales, même si tous les deux nous avons relevé que nous pouvons aujourd'hui, en raison de la qualité de la relation, faire beaucoup plus et beaucoup mieux sur le plan des échanges commerciaux. Nous avons aussi parlé de la situation de la sous-région, tant sur le plan de la CEDEAO que sur le plan de l'UEMOA, mais aussi de la situation sécuritaire dans la sous-région qui est très préoccupante. J'en ai profité pour dire toute ma solidarité au président Talon et au peuple béninois frère par rapport aux événements douloureux qui ont pu survenir dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et lui témoigner du soutien du Sénégal dans ces moments-là pour lesquels nous nous trouvons aussi tout autant atteints. Nous avons aussi parlé de l'UEMOA qui, comme nous le savons, traverse aussi une situation quelque peu difficile qu'il nous faut rapidement adresser. Et nous avons convenu, le président Talon et moi, dans les tout prochains jours d'entreprendre des démarches pour travailler à redynamiser l'organisation, à lui donner un nouveau souffle, bien évidemment avec le soutien des autres homologues membres de l'Union. La CEDEAO, nous en revenons il n'y a pas longtemps d'un sommet qui a été quand même un moment de
d'échanges constructifs entre les chefs d'État. Et j'ai rappelé tout à l'heure au président Talon tout l'intérêt des sujets que nous avons évoqués et les défis qui s'imposent à l'organisation qui doit, comme dans le cadre de l'UEMOA aussi, évidemment se réformer pour être à mieux même de prendre les défis de notre époque. Je terminerai mon propos en réitérant les remerciements au président Talon et au peuple béninois frère, et en le souhaitant à vous et à l'ensemble des Béninoises et des Béninois une bonne fête de l'indépendance par anticipation. Merci beaucoup. Merci mon frère, merci beaucoup. Et que Dieu bénisse le Sénégal et le Bénin. Merci beaucoup. Merci. Au Sénégal, Ousmane Sonko, Premier ministre et leader charismatique du parti au pouvoir, le PASTEF, occupe de nouveau le devant de la scène politique et médiatique après des déclarations jugées polémiques par les médias locaux, des observateurs et analystes politiques. Ousmane Sonko s'exprimait jeudi soir lors de l'installation du Conseil national de son parti, un organe présenté comme stratégique pour structurer la vie du parti et accompagner les réformes annoncées par le régime au pouvoir depuis 15 mois. Quelles répercussions un désaccord entre les deux hommes forts du Sénégal peut-il entraîner dans la gestion de ce pays? Élément de réponse avec Hamzat Abdoulaye, qui est analyste géopolitique. Il s'exprime au micro de EZE TV. Nous sommes confrontés à ce qu'on appelle une crise interne entre l'exécutif dominé par le chef de l'État et le Premier ministre qui est en quelque sorte le chef du parti politique et en même temps c'est lui qui dirige les discours à l'Assemblée ainsi que la ligne directrice du parti PASTEF. Alors au Sénégal, depuis l'élection de Diomaye Faye, il était prévisible que les tensions entre les deux hommes puissent arriver. C'est vrai que les premiers mois, on a eu une ambiance parfaite, un mariage parfait entre les deux hommes qui se connaissaient depuis longtemps, avant même la bataille politique. Donc aujourd'hui, je peux dire que cette rupture entre les deux hommes marque trois choses. La première, c'est que la ligne conductrice du chef de l'État s'écarte de la ligne originelle du parti PASTEF et de Sonko. La deuxième chose, c'est que la vision de l'homme d'État qu'est désormais Diomaye Faye n'est forcément plus la même chose que la vision du parti. Et enfin, cela traduit un message très important, c'est que le pouvoir n'est pas une chose qui se partage. Et vous l'avez constaté, cette rupture montre qu'il y a des désaccords constants entre les deux hommes et aujourd'hui c'est révélé au grand jour. Je pense que fondamentalement ça risque d'ébranler la classe politique sénégalaise et de redistribuer les cartes parce qu'une rupture au sein du PASTEF serait une façon claire de dire que le Sénégal pourrait être confronté à une crise politique majeure qui peut impacter déjà le programme du président, mais aussi qui peuvent impacter les Sénégalais dans leur ensemble. Je l'annonce au sommaire de cette édition, le corps de la dépouille Sonia Agbantou, animatrice béninoise, a été accueilli jeudi dernier à l'aéroport Bernadette Cardinal Ganti de Cotonou dans une grande émotion par ses proches, ses admirateurs et sa famille professionnelle. Retour sur le compte rendu de la cérémonie d'accueil de la dépouille. La dépouille mortelle de Sonia Agbantou a désormais retrouvé sa terre natale. En présence de proches, collègues et amis, le corps de la présentatrice radio-télé a été accueilli ce jeudi 17 juillet 2025.
Dans une ambiance pleine d'émotions, parents, proches, collègues se sont rassemblés pour accueillir le cercueil de Sonia. Des pleurs, de la tristesse, mais aussi de profondes marques de respect ont accompagné son retour sur la tête de ses parents. La vie est quand même drôle. Comment peut-on marcher, venir à l'aéroport et prendre le vol, partir en Europe et du coup revenir, n'est-ce pas, chez soi, d'où on est parti, en cercueil. Ce n'est pas drôle ça, ce n'est pas un mystère ça. Pour moi, c'est un mystère. C'est mon alter ego. C'est l'autre fille de ma mère. C'est la warrior que j'ai connue. Sonia Agbantou, ça remonte à 25 ans aujourd'hui. Quand c'est connu, on s'est donné pour objectif de réussir parce que, vous savez, quand vous naissez et vous semblez être intelligente, la vie vous donne un beau plastique. Vous avez tous les préjugés qui vous poursuivent. Décédée le lundi 23 juin 2025 à Dijon en France, elle était âgée de 39 ans. Figure emblématique de l'audiovisuel béninois, sa mort inattendue avait suscité un grand émoi au sein de l'opinion publique nationale. C'est vraiment une tristesse qui m'anime depuis l'annonce de son décès parce que lire quelqu'un la veille et le lendemain, déjà très tôt, on vous annonce vers 9h qu'elle ne fait plus partie de ce monde. Ça fait vraiment mal. Personne ne pouvait s'y attendre. Et donc, à l'heure actuelle, c'est difficilement qu'on arrive à tenir. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je peux encore dire que je ne crois pas encore que Sonia est partie. C'est une personne brillante, bienveillante, qui a été au service de cette nation, de l'animation, qui a été au service vraiment de la culture béninoise. J'ai eu à collaborer avec elle sur plusieurs projets et il n'y a que de bons souvenirs, des points positifs que je retiens de notre collaboration. Sonia Annick Agbantou sera inhumée le samedi 19 juillet 2025 au cimetière municipal de Diegandaro à Porto-Novo à 10h, sa ville natale, selon le programme des obsèques. Sonia Annick Agbantou a été inhumée ce samedi au cimetière municipal de Porto-Novo. C'était dans une ambiance pleine d'émotions et après les hommages dans la ville de ses parents. Au terme des différents hommages et de l'inhumation, quelques proches et amis se sont confiés ici au micro de ESAE TV. Sonia Agbantou, c'est une grosse pète et sa mort est inadmissible. Elle est morte, certes, mais elle est vivante. Et dans les souvenirs, elle est vivante. Mais on aurait pu la voir vivante. Et donc je pense qu'elle a fini sa mission parce qu'elle a beaucoup travaillé, elle a travaillé bravo, certes. Mais moi je pense personnellement qu'elle est en cours de route. Elle n'avait pas fini sa mission. Vos âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Pendant ce jour qu'elle a eu à faire sur terre, elle a impressionné tout le monde. Et elle a essayé d'élever la notoriété de la famille. Ce qui nous a beaucoup honorés. Et nous sommes venus lui rendre un dernier hommage. Que son âme repose en paix. Sonia Makunde Majomi Doni et Dogodo Miwe. Dogbe Mefi, Yero, no Dapi, Yeno Kando a Dogo, no Nyanya, Yeno Kando come Buno Yanfo Buno Sonsonawi. Mehole no do, no Awadai, where I wadu. Sonia Wadagbe, e Wadagbe, na Tolole Bi, e Wadagbe, na Midagbe Makano Don. Donc, au fil de to henu mi to me de mi to popo henu mi ton lepo abi po me de po bo me lo te dagbe wa mi mo ya onyu adavoni me lo budo mi ouais mi no ato afie ton vie. Perdre une sœur, une consoeur comme ça dans la fleur de l'âge. Sonia, elle tend vers la quarantaine. Et pour qui connaît Sonia, Sonia c'est une femme toujours joyeuse.
Elle a toujours partagé la joie autour d'elle. Une femme directe, qui te dit toujours ce qu'elle pense et tout. Quand tu la vois agir, même aujourd'hui, tu comprends qu'elle avait une mission précise sur cette terre. Elle vient de l'accomplir. Et il a prié au Seigneur de la rappeler quand il a voulu. Moi, j'ai connu Sonia, ça fait plus de 25 ans. Ça fait plus de 25 ans. Et j'ai suivi Sonia pendant tout son parcours. Et elle a beaucoup animé la vie des Béninois jusqu'à se retrouver en France et tout ça. Donc, c'est que des sentiments de tristesse. Et ça nous sert de leçon. C'est la première fois que la vie n'est que vanité des vanités. Hein, posons des actes positifs, hein, posons de bons actes. Et Sonia voyait tout le monde qui est venu derrière elle. Depuis hier, les artistes, les animateurs, ils ont tout laissé pour se retrouver autour de Sonia. Je nous souhaite une fin pareille aussi, parce que quand tu as vécu et que le jour de ton départ, de ton enterrement, tu n'as pas du monde autour de toi, c'est à croire que tu n'as pas marqué positivement les gens. Donc je pense que ce n'est pas le cas pour Sonia. Au nom de tous les animateurs, au nom de tous les artistes du Bénin, au nom de tous ceux que Sonia a eu à côtoyer, une fois encore, je présente mes condoléances aux familles Agbantou, Lalaye. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je remercie tous ceux-là qui se sont mobilisés depuis Paris, ceux qui ont pris également la relève ici depuis l'aéroport le jeudi jusqu'à ce jour, ceux qui se sont donnés à corps pour pouvoir faire réussir cet événement. Il est vrai que c'est un événement malheureux, personne n'attendait cela. Mais ça a été une très belle organisation que nous avons assumée. Et je remercie également les promoteurs d'organes qui ont mis les télévisions, les journaux, tout ce qui est moyen de communication, ceux qui sont également accros des réseaux sociaux, ceux qui étaient en train de faire du live depuis le jeudi. Je les remercie pour l'accompagnement et pour permettre à ceux-là qui n'ont pas pu faire le déplacement de suivre tout en direct. Vraiment, je leur dis merci. Hier, j'ai vraiment été positivement impacté par tout ce qui a été dit sur elle. Je la connaissais dans les médias, dans les événements, dans les trucs d'événementiel, mais je ne savais pas qu'elle avait marqué autant sa génération. Je ne savais pas non plus qu'elle était restée à Radio Tokpa. Donc tout ce qui a été fait par rapport à ça hier, les hommages m'ont vraiment ému et m'ont montré que c'est une très bonne personne et qui a eu le temps de laisser un impact positif dans le secteur, dans son secteur d'activité. Elle a laissé un grand héritage. Sonia, elle n'a pas vécu inutilement. Ouais, elle a incité pas mal de filles, de femmes comme elle à aller au micro. Donc celles-là aussi vont essayer de pérenniser ce qu'elle a mis en œuvre. Maintenant, on va se concerter entre animateurs, parce que je représente beaucoup de personnes ici. On va se consulter et puis on verra. Parce qu'elle a laissé des enfants, on verra. Je ne saurais prendre cette décision seule, mais toujours est-il qu'on ne restera pas sans réagir. Nous allons rentrer en négociation avec le ministre de la Culture pour qu'au moins, ne serait-ce qu'une petite salle ou quelque chose soit gratifié en son nom, pour qu'on dise salle Sonia Annick Agbantou. En dehors de ça, c'est d'abord prier pour ces enfants qu'elle a laissés. Et l'autre chose, que Dieu puisse nous donner réellement des consoeurs engagés, comme elle, déterminés, comme elle, pour que cela puisse faire grandir le monde des médias au Bénin. Et je vais profiter pour demander à d'autres consoeurs qui viennent d'arriver dans la profession de faire comme elle, d'être déterminés comme elle et être engagés comme elle. Il y a alors au zé à follow doté. Bon, si sont les madido, adidé sous quand mais madido adidé gamme Sonia Saint-Vie. Nous te dis à follow copeto. Mais pour beto et do humbo jete na Sonia et coucan. Mais mon dia, Sonia et coué ma sokune. Mais belle na wa nous de Sonia manote boana si étonné. Dina mo firo le mategan sentiro ye et ton coup. Nítorí mọ̀rọ̀ Sonia báyìí gbẹ̀zán ìtàn doit lọ́lọ́dì bẹ́ẹ̀ kára sọ mọ̀rọ̀ mọ̀ fi lọ́lẹ̀ náà mọ̀rọ̀ mọ̀.
Je remercie la famille Lalé Yokai-Bontou, la famille Kokoyi. Je remercie tous les collègues de Sonia, les animateurs, les journalistes, tous les hommes du média. Je les remercie infiniment. Je remercie tous ceux qui sont amis à Sonia et à ses fans, à ses followers. Je remercie tout ce beau monde. Il y a d'autres personnes qu'on n'arrive pas à détecter, mais qui apprécient énormément Sonia. Je les remercie tous. Tous qui ont contribué d'une façon ou d'une autre aux obsèques de Sonia et Bontou. Je tiens à témoigner toute notre gratitude. On poursuit cette édition. Le Léo Club Cotonou-Ganvier a tenu le samedi 12 juillet dernier à Agla sa première assemblée générale du mandat 2025-2026. Au cours de cette assise, le bureau a rendu public son programme d'activité. Reportage signé ESAE-TV. C'est la rentrée solennelle au Léo Club Cotonou-Ganvier. À cette occasion, la présidente Eunice Alissa et son équipe dévoilent leur ambition pour le compte du mandat 2025-2026. Aujourd'hui, je ne viens pas seulement pour parler d'un programme d'activité. Je viens pour parler d'un élan. Je viens parler d'un souffle nouveau, d'un mandat pensé avec une invitation à rêver utile, à servir avec sens, à bâtir ensemble un club fort, uni et audacieux. Notre engagement n'est pas un titre, c'est une flamme. Et cette flamme, je la vois dans chacun de nous, dans chacun de nos yeux. Alors, allumons-la pleinement, osons l'intensité, osons l'exigence du cœur et l'intelligence du collectif. Pour maintenir la dynamique, les amis Léo de Cotonou-Ganvier vont servir avec foi la communauté pour s'accomplir à travers un programme d'activités bien ficelé. 12 œuvres, mais il y a 3 parmi ces activités-là qui nous sont vraiment chères. La première, c'est un don de lampes solaires aux écoliers. Et la deuxième serait la Noël solidaire que nous avions initié le mandat dernier. Donc cette année, on sera à notre deuxième édition. La troisième serait la distribution de moustiquaires imprégnés. Dans l'exécution de ce programme, le Léo Club Cotonou-Ganvier va compter sur l'accompagnement de l'immédiate passe présidente et du club parrain, le Lions Club Cotonou-Nokoué. Je voudrais donc féliciter la présidente et son équipe pour le travail qui a été réalisé, parce que ce n'est pas toujours facile. Nous visitons les clubs et nous savons que ce travail n'est pas toujours fait. Et vu que l'équipe, les bonnes habitudes, on va dire, perdurent dans ce club, c'est un bonheur et je félicite les amis d'avoir gardé les traditions de ce club intact. Quand j'ai dit ça, je voudrais vous souhaiter à tous un très bon mandat. Je sais que le mandat écoulé, le club parrain a été là et je peux vous garantir que ce mandat, ce sera pareil. Cotonou-Ganvier, c'est une famille, donc on va rester soudés comme toujours. On va s'accompagner, on va s'entraider et porter encore plus haut le nom du club. Et nous avons aussi l'accompagnement de notre club parrain, donc cela ne sera pas du tout un challenge. On est habitué à se soutenir, donc ça va aller. Des clubs amis et partenaires apportent également leur soutien aux amis Léo de Cotonou-Ganvier pour ce mandat. Le mandat 2025-2026 s'annonce sous de meilleurs auspices pour Eunice Alissa et son équipe. Une tournée de proximité pour échanger avec les populations après les communes d'Adjara et d'Avrankou. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedji, a mis le cap sur les villes de Porto Novo et Semekbodji. Face aux concitoyens, Wilfried Léandre Ngwedji a répondu aux diverses préoccupations liées aux réalisations du gouvernement. Reportage signé Kenneth Robin. À Porto Novo, le porte-parole du gouvernement a d'entrée fait une mise au point à ceux qui doutent encore du statut de Porto Novo. Porto Novo a déjà connu le temps des discours stériles, le temps des promesses politiques jamais tenues, de président en président. Et Porto Novo, enfin, connaît un renouveau. On n'a pas besoin d'être membre du gouvernement. On n'a pas besoin d'être un soutien du président Patrice Talon
pour constater les progrès que Porto Novo réalise depuis 2016, comme toutes les autres villes du pays. Mais Porto Novo en particulier parce que c'est la capitale du Bénin. Il n'y en a pas deux. Est-ce que nous sommes témoins de ça? Mais Majona Molosomo. Mais Baby Molosomo. Et ma somme est cassée. Donc, elle est quoi, Abina. Les échanges ont ensuite porté sur une diversité de préoccupations exprimées par les citoyens. Emploi des jeunes, renforcement des infrastructures marchandes, amélioration du cadre social et surtout davantage d'attributs pour conférer à la ville son plein statut de capitale. Autre point d'attention, la question de la transparence dans les concours administratifs. Et sur ce dossier sensible, Wilfried Léandre Ongbedi s'est voulu rassurant et précis. J'ai entendu l'illustration hier à Djara. Quelqu'un a témoigné, dit en 2013, j'ai été à un concours. Celui qui était devant moi n'était pas venu dans la salle. Quand les résultats sont sortis, il était admis. Et celui qui a composé n'était pas admis. Bon, à l'époque, quand il faisait le concours, même si c'est pour 10 magistrats ou 10 douaniers, il donne les résultats 6 mois après, 8 mois après. Le temps de se battre entre eux pour voir qui est plus puissant, qui connaît le président, quand le président même a déjà pris sa part, qui connaît un ministre, qui connaît un député, et ils se partageaient tout. S'il restait un ou deux, ils vont regarder maintenant les enfants de pauvres. Mais aujourd'hui, l'enfant du mécanicien, l'enfant de la vendeuse de Massa, l'enfant du Zémijan, s'il travaille plus que l'enfant du politicien, du député, du maire, c'est lui qui réussit. Hein. Ce n'est pas le cas? Bien sûr. Et on donne les résultats en 2 semaines. Ça n'attend plus des mois. Et rassurez-vous, le président a même dit 2 semaines, maintenant on sait le faire. Il faut tout faire pour qu'en 10 jours, les fois prochaines, on ait les résultats. Parce qu'on veut toujours plus de transparence. Après Porto Novo, le porte-parole du gouvernement a mis le cap sur la commune de Sémékodji pour le même exercice. C'est désormais officiel, l'activiste web Komlan Hugues Sossoukwe est placé sous mandat de dépôt. Arrêté le 10 juillet 2025 à Abidjan en Côte d'Ivoire, le journaliste béninois et promoteur du web média Olofofo a été présenté le lundi 14 juillet dernier au juge des libertés et de la détention à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Les charges retenues contre lui sont désormais connues. Komlan Hugues Sossoukwe est poursuivi pour incitation à la haine et à la violence, harcèlement par voie électronique, incitation à la rébellion et apologie du terrorisme. De graves accusations passibles de plusieurs années de prison. Au terme de son audition lundi dernier, le ministère public a requis son maintien en détention. Pour l'heure, sa détention provisoire a été prolongée jusqu'à une date ultérieure. Reçu par Abdelkader Achirou dans l'émission matinale Frais Matin de ESAE Télévision, le mardi 15 juillet dernier, Agapite Napoléon Mafourican, consultant médias communication, chroniqueur politique et ancien conseiller à la HAC, s'est prononcé sur l'arrestation et sur l'activisme du journaliste et promoteur du média en ligne Olofofo. Suivons ensemble ses propos. Coup à la liberté d'expression, je ne pense pas. Je ne pense pas puisque les chefs d'accusation, en tout cas les motifs pour lesquels le sieur Sossoukwe a été appréhendé ont été listés et ces motifs constituent des infractions à la loi. Donc, la Cour de répression parle d'incitation à la rébellion, d'incitation à la haine et à la violence, d'harcèlement par le biais d'une communication électronique et d'apologie du terrorisme. Le tout est globalement inscrit dans la loi portant code du numérique en République du Bénin, tout au moins. Et donc, du coup, ça fait, comme je l'ai dit, ce sont là des infractions à la loi et donc c'est pas encore la liberté de la presse. La liberté d'expression, comme la liberté de la presse, s'exprime conformément à la loi. Donc du coup, vous êtes libre d'exprimer toutes vos opinions, de recevoir des opinions, mais à charge d'en répondre des abus devant la loi. Donc du coup, chacun doit pouvoir en être suffisamment édifié. On se pose la question de savoir, est-ce que chacun se positionne dans son camp ou à sa place? En réalité, et ça c'est l'État ivoirien qui pourrait se poser cette question,
et ou les avocats de ce Soukoué. On a su mettre Papapé qui se pose déjà cette interrogation. Non, il lui se pose des questions. Est-ce que l'intéressé s'est plaint d'un manquement à sa dignité, à sa personnalité, donc des actes de voie de fait ou de violence? Enfin, s'il n'y a pas eu ça, a priori, je ne vois pas de quoi lui se plaint. Il n'est pas l'État ivoirien. Il n'est pas... Enfin, donc, c'est des actes en deux États, ça il n'appartient pas à l'avocat de s'en mêler, non? Il n'appartient pas à l'avocat de s'en mêler, mais Agapit, est-ce que vous ne pensez pas qu'il fallait quand même un respect des procédés en la matière? Et qui vous a dit que les procédés sont violés? Et pourquoi à ce jour, nous n'avons pas une sortie officielle pour quand même clarifier les uns les autres? Il n'est pas obligé. Sortie officielle de qui? De l'État béninois. L'État n'est pas tenu. L'État est représenté au tribunal. Donc pour le moment, les investigations ont continué. Le dossier est devant un juge d'instruction, je suis sûr. Les avocats ont accès au dossier, c'est leur droit. Donc du coup, je pense que la procédure en la matière est en cours. Donc du coup, on ne peut pas, il ne faut pas que nous dévancions les faits. Comme je l'ai dit, on a parlé d'abord, on a commencé par parler donc d'enlèvement. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut plus parler d'enlèvement. Et sa famille, et ses avocats, et ses proches savent là où il est. Donc du coup, l'État répond de ses actes. Et donc, il faut attendre que des éléments soient suffisamment disponibles pour que nous puissions tous aviser. Moi, qui suis, je serai plus à l'aise lorsque beaucoup d'éléments seront à disposition. Il y a 2 jours, je n'avais pas les chefs d'accusation aussi clairs. Aujourd'hui, au moins on sait les motifs pour lesquels il a été appréhendé. Bon, donc, mais on n'est qu'à l'instruction. Donc, il est présumé innocent, mais l'État prend ses dispositions pour le garder. Donc, tout ça fait partie des procédures normales en la matière et il n'y a pas à mettre la charrue avant les bœufs. Quelle est votre opinion sur l'activisme de Hugues Komnon-Sossoukoué? Ah ben là, je ne sais pas moi, c'est à lui d'apprécier. Vous avez une fois par moment scrollé ces pages pour voir un peu qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est Non, écrit. je ne veux pas sur ces pages. Moi, je ne suis pas consommateur des diatribes incendiaires ou des propos qui portent l'atteinte à l'honorabilité des gens. Je suis partisan de la liberté, défenseur, et comme je l'ai dit, j'ai passé une bonne trentaine de ma vie professionnelle, donc pratiquement toute ma vie professionnelle à ça. Que ce soit à l'université, que ce soit sur les bancs, que ce soit en tant que membre d'association, en tant que régulateur. Donc je pense que nous sommes en droite ligne dans le respect de la liberté d'expression de la presse. Mais comme je l'ai dit, la liberté de manière générale s'arrête là où commence celle de l'autre. La liberté s'exerce conformément à la loi. Et que ce soit tous les instruments dont nous disposons, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national, toute liberté s'exerce conformément à la loi. Et l'un des principes sacro-saints du vivre ensemble, c'est le respect de l'autre. Dans un autre registre, l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Souglou, a visité le vendredi 11 juillet dernier le Centre international des conférences intégrées à Sofitel et la corniche est de Cotonou jusqu'au site de l'ex-hôtel PLM à Lédio. Suivons ensemble ces impressions. La corniche de Cotonou s'impose comme l'un des plus beaux symboles de la modernisation urbaine au Bénin. Une route propre, large, sécurisée, qui longe l'océan et donne fière allure à la ville. Un ouvrage signé Patrice Talon. À plus de 90 ans, Nicéphore Souglou, ancien maire de Cotonou, traverse une ville qu'il a dirigée et qu'il redécouvre métamorphosée. Les transformations en cours qui ont lieu à Cotonou avancent méthodiquement, sérieusement, et je crois qu'il faut encourager ce mouvement-là. La transformation que j'ai vue jusqu'ici, et nous débouchons sur, au fond, ce qui était, au fond, l'emplacement de la conférence nationale souveraine. Vraiment que ces lieux-là également soient des lieux emblématiques qu'on se rappelle en disant il a fallu un bond qualitatif. Il faut garder les images du passé pour se rendre compte des progrès que nous avons faits. Non loin de là, un autre symbole de cette transformation et du développement du Bénin, le Dôme, nouveau cœur battant du Centre international de conférences de Cotonou.
Capacité d'accueil impressionnante, architecture futuriste, design lumineux. Le lieu a changé de dimension. Ce bâtiment, c'est pourtant lui qui en avait posé la première pierre en 1995, en tant que président de la République. 30 ans plus tard, Nicéphore Dieudonné Soglo revient sur les lieux de son œuvre, transformé par un autre bâtisseur, Patrice Talon. Pour celui qui avait lancé les bases, c'est un retour chargé d'émotions. Mettre Cotonou sur la liste des destinations de conférences. Absolument. Là, vraiment, je crois que... Je pense qu'on a su sublimer le lieu que vous aviez inventé il y a 30 ans. C'est ça, la modernisation du pays, il faut la continuer et tout, à tous les niveaux. Et je suis content vraiment que depuis mon départ, on ait continué après une petite période d'hésitation. Mais vraiment, avec Talon, on a repris le chemin. L'ancien président observe, échange et découvre à travers sa balade dans la ville de Cotonou. Nicéphore Soglo repart convaincu que le Bénin est véritablement sur la voie du développement grâce à Patrice Talon. À partir de là, on commencera à compter dans la nouvelle génération. Vous avez l'avenir devant vous. Cotonou change de visage sous les yeux de celui qui hier rêvait déjà d'un Bénin debout. Dans le reste de l'actualité, la plateforme Média UEMOA, avec l'appui de l'Union économique et monétaire ouest africaine, a organisé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un colloque sous-régional sur le thème du journalisme économique à l'ère des mutations technologiques et de l'intégration régionale. Défis, opportunités et perspectives pour l'UEMOA, cette rencontre qui a réuni notamment des journalistes, des universitaires et des représentants du secteur privé est motivée par une seule ambition, celle de renforcer le rôle des médias dans le développement économique et l'intégration régionale. Le compte-rendu de Kenneth Robina. Créée en 2018 et composée de journalistes issus des 8 pays membres de l'Union, la plateforme des médias de l'UEMOA nourrit un rêve, fédérer les acteurs des médias économiques en vue de faire du journalisme économique une activité empreinte de rigueur, de crédibilité et d'engagement. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce conclave multi-acteurs. Pendant ces 3 jours d'échanges à travers panels, ateliers, débats et rencontres informelles, nous aurons à explorer les défis, mais aussi les nombreuses opportunités offertes à notre profession. Ce sera également l'occasion de poser les jalons d'un réseau régional plus structuré, capable de porter durablement les ambitions de la plateforme. C'est vrai que nos pays africains, notamment de la sous-région, sont en proie permanente à la démocratie. La démocratie, c'est avant tout la souveraineté et le choix du peuple. Et c'est vrai qu'il y a 3 pouvoirs qui sont l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais dans les grandes démocraties, on parle aussi du pouvoir de la presse comme le 4e pouvoir. Parce qu'il y a des fois, souvent, des régimes qui sont faits et qui sont défaits par la presse. Donc je pense que dans nos pays, la presse a vraiment un rôle important d'information. Ce colloque sous-régional intervient dans un contexte qui lui confère un caractère essentiel. Notre colloque se tient à un moment où les économies de la région sont en pleine relance et affichent toutes les fortes ambitions de croissance robuste et de développement accéléré, en dépit des incertitudes de l'environnement international. Plus que jamais, nous devons nous unir nos forces, État, UEMOA, médias, pour relever ces challenges, chacun avec ses spécificités. Au terme des travaux, plusieurs recommandations sont faites. Il s'agit, entre autres, de la création du prix UEMOA du journalisme économique, du développement de lab IA et du renforcement de la formation des femmes journalistes. Bon, je pense que c'est un colloque qui vient à son heure. Il était question de voir, d'interroger les modèles
les business models adaptés au contexte actuel de mutation technologique. Je pense qu'il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus. On a essayé de voir quels sont les modèles qui peuvent assurer, qui peuvent à la fois garantir un contenu de qualité et puis la rentabilité des journaux. Le premier colloque de la plateforme des médias de l'UEMOA a permis de lancer une dynamique, celle d'un journalisme économique moderne et crédible. De l'UEMOA pour échanger des défis. Le laboratoire d'analyse des systèmes et technologies avancées, LASTA, a organisé le mercredi dernier la journée scientifique de la sécurité sanitaire des aliments au Bénin. Cette initiative, qui a regroupé les acteurs du système alimentaire, a permis de reformuler les recommandations pour le mieux-être des Béninois. Reportage signé ESAE TV. Journée scientifique de la sécurité sanitaire des aliments au Bénin. Organisée par le Laboratoire de sciences et technologies des aliments, LASTA, en collaboration avec l'ONG ADESAN et avec le soutien financier de l'organisation GAIN, cette première a été placée sous le terme « Ensemble pour une alimentation sûre, la science comme boussole ». La sécurité sanitaire des aliments revêt une importance stratégique. Elle permet non seulement de mieux protéger les populations contre les risques microbiens, chimiques et nutritionnels, mais également de renforcer l'image des produits locaux, d'encourager leur consommation et de stimuler la compétitivité de nos entreprises agroalimentaires, qu'elles soient grandes ou petites, formelles ou informelles. Face à ces enjeux multiples et interdépendants, il devient impératif de renforcer la concertation entre acteurs publics, privés, scientifiques, communautaires et consommateurs. Cette journée s'inscrit dans une double dynamique. D'abord, dresser un état des lieux dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et ensuite engager une réflexion collective et prospective afin de formuler des propositions concrètes pour asseoir durablement la salubrité des aliments au Bénin. Cette journée, un rendez-vous stratégique, s'illustre donc comme une plateforme inclusive de dialogue entre les parties impliquées dans le système alimentaire. La science, qui est mise au centre de cette initiative, entre dans la vision de l'organisation GAIN. La sécurité sanitaire des aliments constitue un enjeu crucial, non seulement pour la santé publique, mais également pour la confiance des consommateurs que nous sommes tous, la compétitivité des entreprises et la transformation durable de nos systèmes alimentaires. Chez GAIN, Global Alliance for Improved Nutrition, nous avons fait le choix de placer la science au cœur de notre mission au Bénin. Aujourd'hui, cette journée scientifique représente une opportunité unique pour vous et nous de renforcer les passerelles entre le monde scientifique, les régulateurs, les entreprises et les citoyens que nous sommes tous. Elle vise à partager les résultats de recherche, à présenter des innovations locales et à favoriser l'émergence des solutions concertées pour renforcer la sécurité sanitaire des aliments ici chez nous au Bénin. Plusieurs activités ont meublé cette journée. Une conférence scientifique et débat sur le rôle de la recherche dans la gestion des risques alimentaires au Bénin, animé par le docteur Sylvain Dabadé, et un panel entre les acteurs du système alimentaire qui ont donné satisfaction aux participants. Je voudrais quand même saluer cette journée scientifique qui met ensemble les décideurs politiques, les chercheurs, les partenaires techniques et financiers, les producteurs et les consommateurs, tous les acteurs du secteur de l'alimentation pour réfléchir ensemble sur, on va dire, les résultats des recherches en matière de sécurité sanitaire des aliments. C'est une très belle initiative parce que c'est la toute première édition depuis qu'on est en train de faire la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Il n'y a jamais eu une journée scientifique pour assurer une qualité saine de tout ce que nous allons consommer. Il faut de la recherche, l'évaluation des risques,
l'une des composantes de l'analyse des risques, elle doit toujours être faite par les scientifiques. Donc les scientifiques sont au cœur de l'évaluation des risques. Et donc une telle journée qui marque la journée internationale, c'est une très bonne chose. À l'issue des assises, des recommandations ont été formulées à l'endroit des scientifiques, des autorités de régulation, des entreprises agroalimentaires et des consommateurs pour le mieux-être du secteur alimentaire au Bénin. Au pouvoir depuis le 6 novembre 1982, Paul Biya, âgé de 92 ans, a officialisé sa candidature pour la présidentielle d'octobre 2025, entrant dans la course pour un 8e mandat. Une annonce qui suscite à la fois étonnement, interrogation et débat sur l'avenir démocratique du Cameroun. Quel enjeu et stratégie entoure cette nouvelle candidature de l'un des plus anciens chefs d'État africains? Morgane Assogba, analyste géopolitique, apporte son éclairage ici au micro de EZAV TV. Il faut déjà comprendre qu'il ne s'agit pas de l'individu du président Paul Biya, mais il s'agit de la machine que représente le RDPC, qui est ce parti-là qui permet au président de se représenter et de gagner à chaque fois avec une large majorité. Il faut comprendre qu'on est arrivé au point où le président Paul Biya incarne ce parti qu'est le RDPC, malgré le fait qu'on puisse entendre certaines voix qui s'élèvent contre cette candidature. Il est une réalité qu'on ne peut ignorer, c'est qu'aujourd'hui, sans Paul Biya, le RDPC risque d'aller dans tous les sens et que Paul Biya a permis à plusieurs acteurs politiques et économiques au Cameroun d'exister et d'avoir la capacité qu'ils ont aujourd'hui. Alors chacun d'eux ne se voit pas maintenir leur niveau économique, politique, leur statut politique si aujourd'hui Paul Biya n'était plus président de la République. Voilà un peu ce qui pourrait expliquer cela. Mais s'il s'agit d'apprécier la personne sur le plan physiologique, il est clair que l'âge a son rôle et a un poids dans la capacité de réflexion, la capacité motrice et bien d'autres paramètres qui, a priori, seraient les conditions d'aptitude physique à tout candidat qui souhaiterait être à la tête d'un État. Donc on est là face à une situation complexe, celle d'un homme qui apparemment physiquement ne remplit peut-être pas toutes les conditions, mais qui, sur le plan de capital et d'influence politique, représente quelque chose de difficile à effacer. Mais il faut rappeler ici que quand vous prenez les Camerounais par rapport à ce qu'on observe, ils ne se plaignent pas forcément de façon massive du leadership du président. Et ça, c'est un plus. Et on devrait se demander donc comment est-ce qu'il arrive à faire. Donc, est-ce qu'il pourrait apporter quelque chose de nouveau? Ce n'est pas évident. Mais est-ce qu'il pourrait quand même permettre à ces populations-là de continuer de profiter d'un ensemble de mesures qui justifieraient leur silence et leur comportement beaucoup plus encourageant vers la réélection ou la nouvelle candidature du président? Je pense que ça, c'est gagné avec la machine que représente le RDPC. On parle éducation dans cette édition. Les candidats à la session de remplacement du baccalauréat 2025 ont débuté la composition des épreuves écrites ce lundi 14 juillet 2025. Au total, 70 élèves, toutes séries confondues, se composent au centre unique, le collège d'enseignement général Sainte-Rita de Cotonou. Suivez la cérémonie de lancement dans cet élément. Ils sont au total 70 candidats à composer les épreuves écrites de la session de remplacement du baccalauréat 2025 ici au Collège d'enseignement général Sainte-Rita. Toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de la composition. Nous avons au total 110 candidats, toutes séries confondues. Nous avons par exemple en série A1 4 candidats, en série A2 14, série B 17, série C 2,
La série D, 25 candidats, c'est là où on trouve plus de candidats. La série F4, 3 candidats. La série F1 et F3, 2 candidats. La série G3, 1 candidat. Toutes les dispositions ont été prises, les salles bien préparées pour les accueillir. D'ailleurs, ils sont déjà en salle, en train de composer. Il y a une équipe de prise en charge bien en place pour n'importe quel problème qui surviendra. La session de remplacement permet aux candidats empêchés en juin dernier pour diverses raisons de passer les épreuves du bac et de se rattraper. La session, c'est une session de remplacement, mais les épreuves sont normales. Vous imaginez un enfant qui a été formé comme les autres tout au long de l'année pour une petite indisponibilité de 30 à 1 heure. Il ne peut pas continuer la session normale. Il est normal aussi qu'on le rappelle pour l'évaluer. Ces gens de candidats ne sont pas légion, mais c'est des béninois. Il peut y avoir parmi eux des gens très intelligents qui peuvent s'en sortir avec une très bonne mention. Il faut les sauver. C'est l'objectif de la session de remplacement. Ils peuvent justifier leur indisponibilité. Ça, c'est normal. Sinon, tout le monde viendra pour dire qu'il est indisponible. Il justifie. Dès que c'est justifié, il n'y a aucun problème, on le prend. Donc, c'est les épreuves. C'est une deuxième épreuve. Donc, la session normale qui continue. Mais on remplace l'épreuve pour leur permettre, parce qu'ils n'ont pas pu participer à la première épreuve. Des conseils ont été prodigués aux candidats afin de les encourager à bien travailler. D'abord, ils n'ont qu'à se considérer comme des candidats réguliers, des candidats normaux. Ils passent un examen normal. On suit les mêmes processus, avec les mêmes encadrements. Et d'ici vendredi prochain, ils auront les résultats au même moment qu'on va finir. Ils ont fini, on délibère le tout ensemble. Ainsi s'est déroulé le lancement de la session de remplacement des épreuves écrites du baccalauréat ce lundi 14 juillet 2025. Les résultats sont prévus pour être disponibles en fin de semaine. D'une composition à une autre, les candidats admissibles au baccalauréat session de juin 2025 ont pris part cette semaine aux épreuves d'éducation physique et sportive EPS. Le directeur de l'office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, est allé faire le constat au collège d'enseignement général Sainte-Rita de Cotonou. Nous allons suivre à présent Gilles Aromlanto, président de la sous-commission EPS du centre Sainte-Rita, qui nous décrit les critères de notation et les épreuves qui se déroulent dans son centre. Des propos recueillis par ESAV TV. Le tirage qui a été fait, c'est trois activités qui ont été choisies pour cette année. Il s'agit du lancer de poids, de la gymnastique au sol et du saut en hauteur. Alors, pour ce qui concerne l'évaluation proprement dite, en ce qui concerne le saut en hauteur, chaque candidat, tout à l'heure, aura droit à 2 essais. D'accord? Ils feront 2 essais. Et après ces 2 essais, ils passeront tous à l'évaluation proprement dite. Donc, c'est-à-dire qu'on leur permet de s'essayer 2 fois. Et après, on lance l'évaluation proprement dite. Au lancer de poids, les filles doivent lancer un poids de 4 kg et les hommes lanceront un poids de 5 kg. Maintenant, pour ce qui concerne la 3e et dernière activité, qui est la gymnastique au sol, là, c'est un peu plus complexe parce que chaque candidat doit rédiger son enchaînement et soumettre ce libellé à son examinateur. Et on verra s'ils vont respecter ce qu'ils ont eux-mêmes proposé. Et tout ça sur la base des critères et des indicateurs de réussite. Il y a effectivement une fiche qu'on appelle la fiche de cotation-taxation. Donc ce n'est pas au volet qu'on évalue les candidats. Il y a d'abord des indicateurs de réussite, des critères d'abord, d'accord? Et ces critères
sont saucissonnés en indicateurs de réussite. Et après, il y a une fiche de cotation-taxation. C'est-à-dire, je prends un exemple, hein, quand un candidat lance 5 mètres pour un poids de 4 kg, ça a droit à un point donné. L'EPS est une discipline fondamentale et elle n'est pas du tout facultative. La belle preuve est que, au départ, vous verrez que l'office du bac est tellement bien structuré que ceux qui sont inaptes ne sont pas sur la liste. D'accord? Donc c'est seulement les aptes qui viennent à cette phase d'évaluation. Donc ce n'est pas du tout une épreuve facultative. La particularité des épreuves cette année 2025, c'est que c'est la première fois que l'activité de lancer de javelot a été choisie. Elle a été choisie pour... je sais que c'est un tirage au sort, c'est au hasard, mais comme par hasard, c'est la première fois. Depuis qu'on fait le bac EPS, c'est la première fois que le javelot a été tiré au sort. Et cette activité, en plus des 2 autres activités, gym et longueur, sont administrées dans les autres centres du Bénin, à part le centre de Saint-Rita. Dans les autres centres, c'est le lancer de javelot, la gymnastique au sol et le saut en longueur qui ont été tirés au sol. Contrairement à Saint-Rita et dans les autres centres où c'est les séries E, EA, G et F qui font les activités de saut en hauteur, gymnastique au sol et le lancer de poids. Parlons toujours de l'examen du baccalauréat. Les résultats de la 2e délibération du bac, session de juin 2025, ont été proclamés le mercredi dernier, soit quelques jours après les épreuves facultatives et sportives. À l'issue de cette 2e délibération, certains sont déclarés définitivement admis et d'autres devront se rendre aux épreuves orales afin de valider leur réussite. Les résultats sont déjà disponibles en ligne sur la plateforme iresultats.bj. Les différentes mentions sont également disponibles et consultables sur la même plateforme. Toujours dans le même registre, le taux inédit du baccalauréat 2025 continue de susciter de l'admiration et des commentaires dans le rang des acteurs éducatifs, des acteurs du système éducatif, des syndicats et de la société civile. Faut-il le rappeler, 73,02% est le taux record du baccalauréat de cette année, un pourcentage que le Bénin n'avait pas enregistré depuis 1970. Au micro de ESAE, Anselme Amoussou, professeur et secrétaire général de la Confédération syndicale des autonomes du Bénin, CSA Bénin, commente ces résultats. On regarde. C'est heureux que le Bénin se rapproche des normes. On ne forme pas des enfants pour les voir échouer un examen. Ce qui s'est passé avant et que l'on considérait comme étant, disons, la preuve que le bac béninois est performant, parce que vous savez très bien qu'habituellement on dit que le bac béninois est très difficile. Les taux de réussite sont souvent très bas et c'est pour cela que le bac est considéré comme un bac sérieux. Mais en réalité, sur le plan pédagogique, ce n'est pas vrai. Que des enfants qui échouent, ça interpelle le système éducatif du pays, ça interpelle les enseignants, ça interpelle, disons, les acteurs gouvernementaux, ça interpelle les parents d'élèves. Et donc, c'est heureux que le taux de cette année, disons, et qu'il est dit, c'est vrai, se rapproche un peu de ce qui doit être dans les pays développés. Vous savez très bien que les taux de réussite bac avoisinent en 95, 96, en tout cas c'est souvent au-delà de 90%. Donc je veux juste croire que ce taux reflète effectivement le niveau des enfants, les performances des enfants, et que ça n'a rien à voir avec une quelconque manipulation. Mais je ne crois pas, parce que l'équipe qui est à la tête de l'office du bac a quand même montré le sérieux qu'elle met souvent dans l'organisation de ces quelques années. Et donc je veux penser que, disons, un certain nombre de paramètres ont convergé
pour expliquer ces résultats. C'est heureux pour les enseignants, c'est heureux pour le gouvernement, c'est heureux pour les efforts des parents. On va espérer que ça va se poursuivre. Les activités de la 4e édition de la formation triptyque métier du cinéma de l'association Wani Ayo a été lancée le lundi 14 juillet dernier dans une salle de conférence à Cotonou. Le point de la cérémonie de lancement dans cet élément signé EZAE-TV. Ils sont une trentaine d'auditeurs à prendre part dès ce matin à la 4e édition de la formation triptyque métier du cinéma initiée par l'association Wani Ayo. Pendant 2 semaines, les communications porteront sur l'écriture documentaire, l'actorat et la post-production. Cette rencontre des expériences pour donner le plus de savoir, de transmettre davantage aux formés. Je pense que c'est l'une des qualités de cette formation qui réunit de plus en plus des jeunes et des personnes qui souhaitent y participer. L'association Wani Ayo accueille, comme aux éditions précédentes, des formateurs venus de divers pays. Pour les participants réunis ici, c'est un pas vers leur maturité dans le domaine du cinéma. C'est une formation, c'est un partage de connaissances et j'espère évidemment que j'aurai beaucoup de choses à apprendre, surtout dans le métier. Et entre autres également, s'il faudra vraiment y faire carrière, j'espère que je donnerai le meilleur de moi-même en fonction de cette merveilleuse formation avec des professionnels et de vraies personnes vraiment enjouées pour nous former dans cette belle aventure. J'aimerais plus avoir une proportion plus élevée du truc et rentrer plus et apprendre des autres formateurs venant de différents horizons. Parce que l'art est un truc qu'on acquiert par le fait de toujours apprendre et de chercher de nouveaux horizons. Mes attentes par rapport à cette formation, c'est d'apprendre davantage beaucoup de choses, surtout du domaine du cinéma. Parce que je n'ai pas encore touché ce secteur, donc j'aimerais en apprendre beaucoup plus afin de mieux me perfectionner. Une formation qui se distingue par une innovation, l'insertion dans la vie professionnelle. Nous formons des jeunes qui vont être employés tout de suite pour un projet imminent. Mon but depuis le début, depuis la première édition, a été de favoriser l'employabilité des jeunes. Et là, c'est de plus en plus concret. Et j'espère que ça va aller grandissant et que des structures, des boîtes de production nous feront davantage confiance et viendront puiser dans ce catalogue de jeunes professionnels que nous mettons en place, que ce soit au niveau des acteurs ou au niveau des techniciens. Du 14 au 26 juillet 2025, les stagiaires participeront à des séances d'échange avant de se livrer aux activités pratiques. À la fin de cette formation, les jeunes passionnés du 7e A vont bénéficier de divers programmes mis en place par l'association. Et puis on parle culture à présent. L'intérêt de préserver justement sa culture d'origine reste essentiel pour un épanouissement et constitue des repères où que l'on soit. Comment garder sa culture sans pour autant heurter la sensibilité des habitants du pays d'accueil? Quelques Béninois de la diaspora ont livré leur avis sur le sujet. Suivez ensemble. Je vis en France depuis quelques années et donc voilà. Et là ce soir au menu on est en train de manger du gombo avec du ragbeli, avec des crabes, des escargots et tout ça. Il y a de l'igname aussi. Et donc voilà, c'est des trucs qui sont très prisés, qui nous manquent. Mais nous, on essaye quand même, avec ma famille, de manger le maximum de trucs qui viennent du pays. Donc quand on voyage, nos valises sont remplies de la bouffe du pays. Donc on n'est pas trop en manque de cela. Par contre, oui, tout ce qui est culturel, vous avez écouté que la musique qui passe, c'est de la musique du Bénin. J'ai mes enfants qui sont là, Seignon, Torpignon, Finagnon. Et donc, à travers leur prénom, on sait qu'on vient du Bénin. Et voilà. Et moi, j'exhorte tous les Béninois qui sont à l'extérieur, que ce soit en France, aux États-Unis, n'importe où, de toujours s'identifier à travers le nom, tout ce qu'on mange, parce que moi, je vends beaucoup le Bénin à travers tout ça. Que ça soit à la maison, dehors, ça se voit que je suis béninois. À travers nos vêtements et tout. Et voilà.
Le petit drapeau béninois, il est caché derrière. Et j'y tiens beaucoup. Et donc voilà, vendons notre pays avec ce qu'on a de plus cher, c'est notre culture, notre musique, notre identité. Et soyons fiers. Vivre loin du Bénin ne signifie pas renoncer à ce que nous sommes. C'est plutôt apprendre à porter nos traditions dans un contexte différent. La langue, ô combien précieuse et fondatrice de toute culture, reste la racine de tout ce qui fait l'identité d'un peuple. Parler fond avec ses enfants à la maison, même quand cela prend du temps, même quand cela semble difficile, c'est garder vivant l'âme, la mémoire et les valeurs de notre culture. La cuisine est également un pan puissant. Préparer du boma, du amiwa, un bon atassi, du bomiwa, du agou, du télibo, bref, ces repas typiques de chez nous, dans une cuisine française, est un acte de mémoire, mais aussi une pédagogie. Ce qui me manque le plus, moi dont les ancêtres sont des joueurs de tam-tam Nesouhwe, en pays fond, du Dahomey, depuis le règne d'Agadia, et ce que rappelle le nom que je porte, ce sont les rythmes et les fêtes, les sons du tam-tam, les chants et la vaudou qui font vibrer l'âme. Pour entretenir ce lien, qui dépasse le cadre personnel et qui concerne les chants, ces arts et ces sons et ces rythmes porteurs de sens, je participe à des conférences, à des moments culturels et à des événements organisés avec les associations culturelles, associations de femmes de la région Rhône-Alpes-Auvergne, notamment lors des fêtes nationales ou panafricaines, voire consulaires. Ces occasions où tambour et chants résonnent permettent de transmettre ces vibrations à nos enfants et de raviver en nous les racines de notre identité. Maintenir nos traditions loin de la terre natale, c'est aussi transmettre les valeurs, le respect des anciens, des aînés, la solidarité, le sens de la famille élargie, même dans un contexte où chacun vit de façon plus individuelle. Chacun, là où il se trouve, peut créer ou rejoindre des espaces de transmission, des ateliers de langue, des séances de percussion, des contes ou simplement des moments culinaires entre familles. Il n'y a pas d'initiative petite. Chaque geste compte pour garder vivant le lien identitaire et donner à nos progénitures le goût d'aimer leur culture. Merci à Esaü pour cette écoute attentive de la diaspora. Puisse chacun de nous, partout où nous sommes, être un gardien de nos traditions, tout en restant ouvert au monde, afin que nos identités ne se diluent pas, mais s'enrichissent. Beaucoup sont ici et qui sont contre nos pratiques endogènes, par exemple, qui sont contre nos cultures africaines. Et j'essaye de m'imposer en faisant quelques petites activités et, pour m'en sortir. C'est bien à travers les activités culturelles béninoises, comme par exemple les spectacles béninois que les associations béninoises, bien sûr, arrivent à organiser ici. J'ai invité les artistes béninois à se produire dans les grandes capitales européennes. Et on ne peut pas parler de la culture sans parler de notre langue nationale, de nos langues nationales. Donc, moi je parle le fond, je suis fond. Et le minant que j'ai appris sur le tas avec les amis, que j'essaye de parler aux enfants. Et surtout, nos nourritures nommées béninois. Donc, j'adore et j'essaye de faire goûter le maxi possible à mes amis et
et à ma famille. Voilà. Voilà à peu près ce qui me donne la force de maintenir ma culture en moi. Je vous remercie beaucoup et je remercie aussi la télévision SAE qui m'a donné cette opportunité de participer à ce challenge. Merci, à très bientôt. Au revoir. On parle sport dans cette édition. Dernier tournant pour les Guépards mini-footballeurs à la CAN de mini-football 2025. Je l'annonçais d'ailleurs au sommaire de cette édition. Pour leur première participation à une phase continentale, les Béninois sortent dès le premier tour, battus par le Maroc puis le Ghana. Ils affrontent le Cameroun pour sauver l'honneur. Un dernier match sans enjeu, mais avec l'envie de finir sur une bonne note. Suivi dans cet élément, le point sur cette expédition béninoise au micro de EZAE TV. Les Guépards mini-footballeurs ont posé leurs valises en Libye pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football. Une compétition où 16 nations s'affrontent dans l'arène continentale avec un seul objectif, décrocher le titre suprême. Malheureusement, le Bénin peine à entrer dans son tournoi. Lors de leur première sortie, les Guépards mini-footballeurs ont été lourdement battus 4-1 par une formation marocaine bien en place, solide défensivement et transante en attaque. Malgré quelques éclats de jeu, les Guépards ont manqué de réalisme et de rigueur tactique. Le second match face au Ghana n'a pas permis non plus de redresser la barre. Dans une rencontre fermée et très physique, les Béninois se sont inclinés sur la plus petite des marges, 1-0. Un but encaissé malgré une défense plus compacte et des tentatives de projection vers l'avant. Le manque d'efficacité dans les derniers mètres et le déficit de lucidité dans les transactions offensives ont une fois encore coûté cher. Avec 2 défaites en autant de matchs, les Guépards occupent la dernière place, sinon l'avant-dernière, devant le Cameroun, avec 0 point au compteur. Le Maroc et le Ghana caracolent en tête, avec 6 points chacun. Dans les autres poules, la bataille fait rage. La Libye, pays hôte, mène la danse dans la poule A avec 6 points, devant le Sénégal et la République démocratique du Congo. Le groupe C est dominé par la Côte d'Ivoire, solide, leader avec 2 victoires. La Tanzanie et l'Afrique du Sud restent en embuscade. Enfin, dans le groupe D, la Mauritanie et la Guinée réalisent un sans faute, pendant que le Nigeria peine à décoller. La phase de groupe entre dans sa dernière ligne droite et les enjeux deviennent de plus en plus serrés. La grande finale est programmée pour le 25 juillet 2025. Pour les Guépards, il reste encore une chance de sauver l'honneur, mais il faudra hausser le niveau de jeu et afficher un tout nouveau visage. Après avoir conquis les férus du football en Côte d'Ivoire, le groupe 13 de Jonathan Morrison, en collaboration avec l'agence de communication ILS Sacré, a lancé officiellement samedi à Cotonou la compagnie africaine Morrison en abrégé CAM au Bénin. C'est un tournoi de football petit poteau à 5 qui se veut un tremplin pour la saine émulation de la jeunesse béninoise. Reportage signé EZAE TV. La plus grande compétition de football petit poteau d'Afrique, la fête du football de rue, la CAM 2025 s'annonce à grands pas au Bénin. À moins d'un mois du coup d'envoi de la première édition du tournoi, l'agence Il Sacré et le groupe 13 de Jonathan Morrison présentent le football au public sportif béninois. Notre objectif, c'est vraiment de développer ce sport local qu'on joue partout dans les rues, dans les quartiers ici. C'est le sport le plus pratiqué partout en Côte d'Ivoire. C'est un sport qui est très facile à pratiquer. Tout ce que nous sommes, nous avons pu assister à la beauté de cette compétition-là en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, cette compétition vient au Bénin parce que le public béninois est quand même l'un des publics, après la Côte d'Ivoire, qui est le plus
présents dans les audiences de la CAM. Et l'on observe cet engouement au lancement officiel de la CAM Bénin dans l'après-midi du samedi 12 juillet 2025 au centre EIA. Et influenceurs, et artistes, et journalistes reporters sportifs, et amoureux du Curon sont réunis autour des organisateurs. J'aimerais qu'on porte le projet très loin, d'accord, qu'on les soutienne à fond. D'accord. Si vous pouvez avoir confiance en moi, alors, même confiance en 13. Si vous pouvez avoir confiance en notre artiste, alors, ayons confiance au 13. Soutenons la CAM Bénin 2025. CAM Bénin va être une très belle compétition. Et là où il y a le sport, enfin, là où il y a la jeunesse, là où il y a la joie, moi je suis là. Et c'est par là, c'est à cette occasion-là que je me retrouve au beau milieu de cette belle compétition qui est en train de se préparer. Je pense que ça fait longtemps que j'ai déposé les crampons, mais le 19, il y a le match de gala qui va venir avec les influenceurs. Je vais enfiler mes crampons et leur montrer que je ne suis pas totalement rouillé. Il n'y a pas mieux pour planter le décor. Officiellement, je peux vous annoncer que la CAM Bénin a débuté et ça va être une très belle expérience. Tout à fait. Les 16 équipes en lice connaissent leurs adversaires à la phase de groupe. Porto Novo MC, Lokosa MC, Abomey Calavi MC, Ouida FC, Tantokpa, Akpakpa FC, Verdukor FC, Fidjrose FC, Zongo MC, Parakou MC, Save FC, Djougou MC, Kandi FC, Boykon FC, Niki FC et Natitengu vont animer la première édition de la CAM Bénin du 2 au 31 août 2025 au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Au-delà du match qu'on regarde, les fans, les supporters, les habitants des différentes villes ressentent un attachement vraiment spécial à leur équipe. Et c'est ce qu'on veut instaurer ici au Bénin aussi, avec les jeunes joueurs et les différentes villes et quartiers du Bénin. Le vainqueur de la compétition va représenter le Bénin au tournoi des champions, une compétition à l'image de la CAN qui va regrouper les champions de chaque pays. Dernière information pour finir cette édition, le rideau s'ouvre sur la 16e édition du championnat national de tir à l'arc. Sous les pylônes de Setovi dans la ville de Cotonou, plus de 100 arqueurs vont compétir dans plusieurs catégories à compter de ce jeudi, du jeudi 17 juillet 2025 au samedi prochain. Le point de la cérémonie de lancement avec EZAE TV. Le 16e championnat national de tir à l'arc prend son envol. Plus de 100 hachés vont à la conquête du titre dans plusieurs catégories. Pour la 16e édition, il y aura toujours le tir avec l'arc en bambou, 10 et 12 mètres. Ça, c'est les nouveaux qui font cette distance. L'arc standard, c'est 20 mètres. L'arc nu, c'est l'arc classique dénué de tout arsenal de précision. Et c'est 30 mètres. Après, nous aurons les distances olympiques de 60 et 70 mètres. Et c'est parmi ces gens que nous aurons les meilleurs pour représenter le Bénin. Pendant 3 jours, du jeudi 17 au samedi 19 juillet 2025, provenant de 10 départements, les hachés vont rivaliser d'ardeur, certains pour conserver leur titre, d'autres pour le conquérir. Je ne suis pas venue ici pour montrer que j'ai été championne de l'année passée. Je suis venue ici pour gagner une médaille et prouver une fois de plus que je mérite la médaille que j'ai gagnée l'année passée. Et je suis sûre que je peux réussir certainement grâce aux entraînements que j'ai eus grâce à mon coach et ceux qui m'ont aidé. Pour venir au championnat, on s'est bien entraîné sur plusieurs jours. Pour que la compétition soit de nouveau début, je prends l'engagement qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes. Mon objectif personnel, c'est d'avoir la médaille d'or. À travers cette édition, la Fédération béninoise de tir à l'arc vise un objectif principal. Nous comptons faire en sorte que nous ayons au moins une équipe de 20 archers pour pouvoir représenter le Bénin à Abidjan au cours du championnat d'Afrique prochain. Et nous n'irons pas là-bas en tourisme. Nous escomptons rentrer au moins avec une place, si c'est au niveau des plus jeunes, une place qualificative pour les Jeux
olympiques de la jeunesse. C'est notre espoir. Les dés sont jetés et la balle est désormais dans le camp des compétiteurs qui devront faire preuve de précision et de concentration afin de tirer la flèche au centre de... Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZALO TV.